Cet après-midi, je vous raconte un funeste personnage, celui qui a participé à l'ascension du Führer, ou la véritable histoire d'Ernst Röhm, l'ami qui a fait monter Hitler. Quelle relation liait ce jeune Bavarois et le futur dictateur allemand ? Quel rôle a joué l'ami d'Hitler dans la montée du nazisme ? Pourquoi Ernst Röhm a-t-il connu une fin tragique ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le samedi 30 juin 1934. L'aube est à peine dissipée dans la lumière d'été que la petite ville thermale de Bad Wiese, au sud de la Bavière, s'agite déjà, et de manière inhabituelle. Dans l'auberge Anselbauer, sorte de grand chalet posé au bord du lac de Tegern, le personnel prépare les petits déjeuners des hôtes. Il s'agit d'un groupe de dirigeants de la Sturmabteilung, plus connue sous le nom de SA, une puissante organisation paramilitaire du parti nazi récemment arrivé au pouvoir. Ces messieurs sont rassemblés autour de leur chef et par ailleurs ministre d'État, Ernst Röhm, venu chercher dans l'air montagnard un peu de calme et de douceur pour sa santé fragile. Les employés sont étonnés d'entendre des vrombissements d'automobiles se rapprocher à toute vitesse. Et ils sont éberlués quand ils voient surgir d'un véhicule Adolf Hitler, chancelier du Reich en personne, accompagné de son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, et d'une vingtaine de gardes et officiers SS. Le Führer a l'air quelque peu furieux. Il pénètre avec fracas dans l'établissement, pistolet au poing, et se dirige aussitôt vers les étages. Devant la chambre numéro 31, entouré de 2 gardes armés, il demande à un maître d'hôtel de frapper à la porte. De l'autre côté, Ernst Röhm est tiré de son sommeil. En pyjama, il ouvre et tombe des nues quand Hitler lui assène tout de go. « Röhm, tu es en état d'arrestation. » Oui, le Führer tutoie Röhm, tout comme Röhm tutoie le Führer. Et ils ne sont pas nombreux. Car les deux hommes sont, ou apparemment étaient, de très proches amis. Hitler vocifère les mots de complot, de trahison, face à un Röhm qui tente vaguement de se défendre avant de se laisser tomber sur le bord du lit désemparé. À entendre les cris dans les couloirs, les portes qui s'ouvrent et claquent, les ordres d'arrestation, les insultes, Ernst Röhm commence à se faire une idée de ce qui se trame. Et quand il voit une douzaine de ses collègues menés sous une escorte dans la buanderie, puis se retrouve lui-même dans le hall, encadré par 2 gardes et leurs mitraillettes, il comprend que son sort est scellé. Même s'il ne sait pas encore qu'à peu près au même moment, à Munich, Berlin, Breslau et ailleurs, d'autres cadres et chefs de la SA sont arrêtés quand ils ne sont pas tout simplement tués par des SS colériques. Une purge violente est en cours et va servir à mettre définitivement au joug les rares rouages de l'État et du parti qui ne l'étaient pas déjà. La puissance d'Hitler n'a plus de limite et Röhm en fait aujourd'hui les frais. Pourtant, il fut, comme vous allez le voir, l'un de ceux grâce à qui Hitler s'est justement imposé en Allemagne. Depuis qu'il est né à Munich en 1887 dans le royaume de Bavière alors intégré à l'Empire allemand, Ernst Röhm a toujours voulu être un soldat. Il sort à 21 ans de l'école militaire en officier globalement bien noté malgré quelques tendances à l'indiscipline. Il adore sa vie en garnison, rythmée d'exercices et de manœuvres entre quelques loisirs bourgeois. Tout va bien dans son monde pétri de religion, de discipline, de patriotisme, de rigueur et d'antisémitisme. Car maugréer contre les Juifs n'est en effet ni très rare, ni trop mal vu à l'époque, du moins dans une bonne part de la société, en Allemagne comme ailleurs en Europe. Et en 1914, c'est enfin le baptême du feu. L'acier, la boue, le sang, mais aussi la tactique, les assauts, la camaraderie, la guerre, la vraie. Officier sur le front, dans les tranchées, Ernst Röhm est vaillant. Ce qui lui vaut plusieurs blessures, dont certaines lui laissent une large cicatrice sur la joue et un nez que la chirurgie plastique de l'époque n'arrive pas complètement à réhabiliter. Mais son courage est reconnu, vanté. Il a les honneurs, des médailles. Il est fier de se battre pour son pays. Alors, quand l'Allemagne perd la guerre et se voit secouée par de nombreux conflits internes, Röhm le vit très mal. L'armistice n'est même pas signé que l'empereur est obligé d'abdiquer et que le pays s'englue dans la révolution. En novembre, dans sa Bavière, le roi doit fuir Munich. C'est la débandade, le désordre, tout ce que Röhm déteste. Et pendant que le traité de Versailles
signé en 1919, humilie et accule financièrement son pays, Ernst Röhm souscrit à la théorie dite du coup de poignard dans le dos. L'Allemagne aurait pu gagner. L'Allemagne allait gagner si une bande de scélérats ne l'avait trahi en interne, essentiellement les communistes et surtout, on l'aurait compris, les juifs. La République de Weimar s'affirme mollement sous les auspices de la social-démocratie dirigée par des civils, ce qui a le don d'exaspérer le droitier Röhm qui ne croit qu'en la chose militaire. Il est affecté à l'état-major en Bavière, mais trafique aussi des armes pour contrer le traité de Versailles qui impose une armée allemande réduite en nombre et en matériel. Et il se politise. Du parti monarchiste, il passe à la fin de l'année 1919 au Parti des travailleurs allemands, le Deutsche Arbeiterpartei ou DAP, qui ajoute quelques mois plus tard 2 lettres à son nom, NS pour Nationalsozialistische, plus connu sous la contraction de nazi. C'est en son sein qu'il rencontre à Munich l'Autrichien Adolf Hitler, caporal qui a lui aussi combattu au front, mais avec beaucoup moins de panache. Si Röhm est à l'époque un homme qui a globalement réussi avec des honneurs, un réseau et une certaine prestance sociale, Hitler, lui, a traîné sa misère de peintre sans le sou avant de s'engager dans l'armée allemande sans trop d'éclat et s'agite désormais dans le petit milieu de l'ultra-droite bavaroise. Sa qualité principale réside en son talent d'orateur, assez galvanisant, qui séduit tout de suite Röhm lors de réunions qui ne rassemblent pas encore les foules. Les 2 trentenaires deviennent vite amis. Ils se retrouvent dans leur opposition au traité de Versailles, leur volonté de redressement national, de rééducation du peuple allemand contre le marxisme et, je cite, l'œuvre destructrice de la juiverie. Röhm, contrairement à Hitler, ne semble pas viscéralement obsédé par la pureté raciale, mais plutôt par le poncif des Juifs comme éternels étrangers sans patrie, de capitalistes guidés par l'argent sans considération pour l'honneur, l'ordre de classe ou la grandeur d'une nation. À la tête du parti nazi qui compte en 1920 à peine plus de 2000 membres, Hitler s'époumonne dans ses litanies haineuses pour conspuer le marxisme et le complot juif international responsable de tous les maux. Röhm lui organise la Sturm Abelting, la section d'assaut en français, ou SA, service d'ordre du parti nazi qui fait taire les opposants en meeting, empêche les adversaires d'en tenir ou force à l'occasion les clients de restaurants à chanter des hymnes militaires et patriotiques. La SA n'est pas la seule milice du temps. Une myriade d'organisations paramilitaires accompagnent les partis de toute obédience, l'occasion de jolies bagarres de rue. Le programme nazi n'est pas clair, mais le parti grossit lentement, agrège des adhérents de toute une nébuleuse d'extrême droite raciste, anticommuniste et anticapitaliste, et de plus en plus largement dans la société sur fond de crise économique. Ernst Röhm aide au recrutement plus élitiste et trouve des soutiens financiers. En 1923, le NSDAP compte 55 000 membres, les SA quelques milliers d'hommes, et Röhm chapeaute aussi une grande alliance de groupes paramilitaires nationalistes qui s'affichent en bon ordre et en plein Munich lors du congrès du parti. La même année, la France et la Belgique occupent la Ruhr en réponse au non-paiement des réparations de guerre par l'Allemagne, et les esprits nationalistes s'échauffent. En Bavière, les autorités locales s'opposent de plus en plus à la République pourtant largement fédéraliste. La situation est chaotique. Hitler, Röhm et d'autres compagnons, Göring ou Himmler par exemple, y voient l'occasion rêvée, inspirée par les fascistes italiens et leur marche sur Rome. L'idée est de prendre le contrôle de la Bavière par un coup de force, puis de fondre sur Berlin. Mais tout cela ne va pas se passer comme prévu. Le soir du 8 novembre 1923, les dirigeants de l'État de Bavière donnent des discours à la Bürgerbräukeller, une grande brasserie munichoise. Gustav von Kahr, chef de l'exécutif, lui-même de droite et réactionnaire, est soudainement interrompu. Il est 20h30 et Hitler, entouré de la SA et de quelques hommes de sa garde rapprochée, pénètre dans la salle. Des tirs résonnent et Hitler déclare que la révolution nationale est en marche. Il prend les dirigeants à part pour les convaincre d'accepter leur sort pendant que des hommes en armes gardent les lieux. Face au refus, Hitler revient devant l'Assemblée qu'il anime de sa verve. La bourgeoise foule fait pression. Les 3 dirigeants acceptent publiquement le coup de force. Ernst Röhm et ses hommes sont quant à eux au quartier général de l'armée censé s'occuper de rallier les militaires et faire la jonction avec Hitler.
Mais la situation est confuse. Les putschistes ne contrôlent pas les moyens de communication. Les dirigeants bavarois relâchés de la brasserie se dédient et parviennent à joindre les autorités militaires et nationales alors que l'ASA ne fait pas grand-chose, attendant manifestement des ordres clairs. L'armée globalement loyale vient au secours de la République et après de rapides combats, le putsch échoue. Röhm est arrêté, Hitler le sera 2 jours plus tard. Direction la prison de Stadelheim pendant que le parti nazi est officiellement interdit. Le procès s'ouvre 3 mois plus tard. Face à des juges plus que complaisants, il devient une incroyable caisse de résonance. Hitler pérore à l'envi sur ses opinions et son combat pour une grande Allemagne. Quand on demande un dernier mot à Ernst Röhm avant le verdict, il déclare n'avoir rien à ajouter à ce qu'a dit, je cite, son ami et Führer Adolf Hitler. Hitler est donc plus qu'un ami pour lui, c'est un guide. Convaincu de trahison, le guide est condamné à seulement 5 ans de prison. Röhm, lui, a 1 an pour complicité. Il a déjà fait de la préventive et obtient la liberté conditionnelle sur le champ. Pendant que son Führer commence dans sa geôle à poser ses élucubrations sur papier dans ce qui deviendra Mein Kampf, Röhm est l'un des seuls grands responsables nazis à être en liberté en Allemagne. Entre 2 visites à Hitler, il réorganise l'ASA et avec une trentaine de compagnons, il est élu député au Reichstag, l'Assemblée nationale allemande, sous la bannière du Parti national-socialiste de la liberté, nouveau nom du parti nazi. Il devient un visage public de l'extrême droite. Mais une fois Hitler libéré, bien avant la fin de sa peine, et occupé à reconstituer le parti dans le but d'accéder légalement au pouvoir, les 2 amis ne sont pas d'accord sur la forme à donner aux composantes du mouvement. Röhm voudrait que la SA ne soit pas complètement inféodée au parti. Il y a trop de désaccords, de tensions. Röhm n'est plus trop en position de négocier. Il démissionne alors de la SA. Le Reichstag est à nouveau dissous à la fin 1925 et Röhm n'est plus député. Sans fonction, entre 2 emplois qui ne durent jamais, il rédige son autobiographie et jouit aussi de ce temps libre pour profiter de ce qu'il a un jour décrit comme le summum du bonheur humain, en l'espèce les bains publics berlinois. Car sa conservatrice et militaire rigidité se dilue aisément et sans retenue dans la voluptueuse compagnie des autres hommes. Peut-être son mandat au Reichstag lui a-t-il d'ailleurs permis de se délecter des folles nuits berlinoises. L'Eldorado, le Mariencasino ou le Weiße Maus, la souris blanche, où l'on n'entre que masqué, et une ribambelle de bars et cabarets font de la capitale allemande un paradis de liberté. Hommes, femmes, travestis, homosexuels ou non, tous les goûts et penchants que la nature a imaginés s'ébrouent dans de grandes et sensuelles fêtes noyées d'alcool et un soupçon de cocaïne. On ne sait si Ernst Röhm est un habitué, mais on sait qu'il passe dans certains de ces lieux. Il vit librement ses désirs et adhère même à une organisation qui défend l'abolition du paragraphe 175 du Code pénal condamnant les rapports homosexuels. Hitler, comme tout le monde, le sait et ne semble pas s'opposer à cette vie privée. Il faut dire que dans sa quête de l'homme arien parfait, le nazisme vante un héroïsme viril, une physique camaraderie parfois teintée d'homo-érotisme dans une vision très atlantique où seul l'homme exprime puissance et volonté quand la femme est souvent cantonnée à son rôle de reproduction. L'autobiographie d'Ernst Röhm paraît en 1928. Elle n'est pas complètement explicite, mais assez pour qui sait lire entre les lignes, tel le médecin, psychologue et nazi Karl Heimsott, qui présenta jadis sa thèse de doctorat sur la non-pathologie de l'homosexualité et se lance dans une correspondance avec Röhm qui ne fait pas mystère de ses orientations. Mais en cette année 1928, à part écrire des lettres, Ernst Röhm n'a pas grand-chose à faire. L'armée lui manque, alors il profite de ses contacts pour trouver très loin l'uniforme en tant qu'instructeur militaire en Bolivie. Quand, le 6 novembre 1930, il revient après 2 ans d'absence, Hitler l'accueille à bras ouverts sur le quai de la gare. Le parti nazi que Röhm avait laissé est devenu un mouvement massif, profitant notamment de la terrible crise économique pour obtenir 107 députés, soit la 2e force politique de l'Assemblée, qui sera bientôt la seule. Et Röhm va reprendre avec zèle du service. En janvier 1931, Ernst Röhm est chef d'état-major de la SA, dont les effectifs atteignent pas loin de 100 000 hommes. La situation économique du pays est déplorable, la gestion politique confuse.
Le président Hindenburg, conservateur censé être le garant du parlementarisme, dissout régulièrement le Reichstag face aux nombreux blocages. Les campagnes électorales se succèdent et Joseph Goebbels gère la propagande avec des moyens jamais vus. Sur les affiches, les tracts à la radio, au cinéma, dans des rassemblements géants ou avec un avion aux couleurs du parti qui parcourt le pays, Hitler est partout. La SA encadre les campagnes. Röhm gonfle les troupes en recrutant parmi les millions de chômeurs. Il réorganise, calque les grades sur ceux de l'armée, choisit les chefs et sous-chefs qui dirigent étudiants, repris de justice, anciens soldats, anciens ouvriers. Les rangs de chemises brunes grossissent à vue d'œil. On compte 420 000 membres dans le courant de 1932. Au-delà des défilés millimétrés, les SA déchaînent leur brutalité sur les opposants. Les intimidations sont violentes, les affrontements de rue font des dizaines de morts. Dans ces conditions, les nazis deviennent la première force politique du Reichstag avec pas moins de 230 députés. Ce n'est pas la majorité absolue, mais assez pour négocier avec les milieux industriels et politiques, puis avec le président Hindenburg. Et en janvier 1933, Adolf Hitler est finalement nommé chancelier. Le soir même, les SA défilent par milliers pendant des heures, à la lueur de flambeaux patibulaires qui feraient presque verser une larme de joie au sinistre Goebbels. Entre-temps, Ernst Röhm a eu quelques soucis. En juin 1932, le journal Münchener Post titre « Homosexualité dans la Maison Brune, la vie sexuelle sous le Troisième Reich ». La presse, notamment de gauche, se délecte de la sexualité de Röhm pour dénoncer une dépravation nazie. Des enquêtes sont menées, les lettres au médecin Heimsold sont rendues publiques. Röhm ne peut que faire profil bas. Hitler le soutient, pour l'instant en tout cas. En février 1933, à la faveur de l'incendie du Reichstag en pleine campagne législative que les nazis attribuent à un complot communiste, l'état d'urgence est déclaré et les libertés civiles suspendues. Et Hitler demande bientôt les pleins pouvoirs. Les députés rassemblés dans l'Opéra de Berlin sont encadrés par les SA armés et seuls les sociodémocrates ont le courage de voter contre. Les communistes ont de toute façon été arrêtés. Au sein de l'État ou de la société civile, en quelques mois, les nazis se sont imposés. Des syndicats à la presse, aux administrations locales, de l'éducation à la culture ou la religion, toutes les strates de la société sont noyautées par le parti avec le soutien véhément de la SA qui instaure un climat de terreur et de véritables camps de concentration sauvages pour parquer les récalcitrants. C'est une hécatombe. Les Juifs sont mis à l'index comme ce 1er avril 1933 quand la SA encourage le boycott de leur commerce. Le grand rabbin de Munich est ouvertement molesté. Beaucoup sont agressés. Ceux qui le peuvent s'exilent, terrorisés. En juillet 1933, Hitler est le maître incontesté de l'Allemagne. Et une question se pose désormais. Que faire de la SA qui compte alors presque 3 millions d'hommes? Ernst Röhm veut la transformer en une force populaire qui supplanterait ou intégrerait l'armée régulière bien moins nombreuse. Pendant qu'il occupe ses troupes en de gigantesques et inquiétants défilés, les chancelleries d'Europe justement s'inquiètent. Hitler les rassure. La SA ne sera jamais une armée, mais une organisation politique dont le but est de faire perdurer la révolution nationale dans les esprits et dans les cœurs allemands. Röhm est ministre sans portefeuille précis, en plus de chef d'état-major de la SA. Mais en interne, rien ne va. Il s'oppose à l'armée qui ne veut pas de lui, et il fait grincer au sein du parti. Himmler, Göring ou Goebbels, volontiers homophobes, se lamentent des campagnes de presse qui ont causé du tort au nazisme. Et la SA est trop gourmande, brouillonne, peuplée de gens foutres qui multiplient les incidents et n'arrivent pas à la cheville des SS dirigés par Himmler. Il est vrai que la Schutzstaffel, escadron de protection en français issu de la garde rapprochée d'Hitler, est bien plus discipliné. Ces quelques 50 000 membres sont de parfaits ariens et nazis éduqués, sélectionnés avec soin et font bel effet avec leurs rutilants uniformes noirs décidés par un styliste du cru, un certain Hugo Boss. Rien à voir avec la populace des SA et leurs ternes chemises brunes. Il faut en finir. Mais Röhm est un ami d'Hitler. Alors, quoi de mieux pour un putsch que de clamer que l'adversaire est un putschiste lui-même? On ne sait pas bien si Hitler y croit ou s'il sait que l'affaire est montée de toutes pièces. Le fait est que Röhm est accusé de fomenter un coup d'État en lien avec une puissance étrangère.
Fin juin, il est donc arrêté, je vous le racontais tout à l'heure, dans l'auberge de Bad Weisse, pendant que de nombreux chefs SA sont emprisonnés ou tués. Cet épisode est appelé en France « la nuit des longs couteaux ». Mais l'historiographie allemande retient le nom peut-être plus parlant de Röhm-Putsch. Et ce putsch-là, contrairement à celui de la brasserie de Munich, ne rate pas. Röhm est enfermé dans la prison de Stadelheim qu'il avait vu passer après le coup d'État manqué 10 ans plus tôt. Ironique. Mais il ne va pas y rester très longtemps. Depuis sa cellule, Ernst Röhm entend les pelotons exécuter un à un ses collègues dont Hitler a personnellement validé les noms. Le Führer refuse d'ajouter celui de son ami, mais Himmler et consorts auront raison de cette faiblesse sentimentale. Le 1er juillet, 2 officiers SS se présentent à Röhm avec un revolver. Il a 10 minutes pour en finir lui-même, comme un grand, comme un soldat. Quand les officiers reviennent dans la cellule, Röhm, debout, présente son torse, ultime bravade du petit honneur militaire auquel il s'est toujours agrippé. 2 balles simultanées ont raison de lui, une 3e vient s'en assurer. Hitler justifiera plus tard les événements, publiquement. Une conjuration séditieuse se tramait, il fallait l'éviter. L'homosexualité et le train de vie fastueux de Röhm servent au passage d'argument pour prouver sa déviance. Quelques semaines plus tard, le paragraphe 175 qui proscrit l'homosexualité est rendu encore plus sévère. Les cabarets berlinois, jadis temples de liberté, ferment aussi les uns après les autres. L'ASA est globalement réduite sans trop de missions, bien qu'elle s'illustrera encore, notamment dans le déchaînement de violence contre les Juifs lors de la Nuit de Cristal en 1938. Mais lors des procès après la Deuxième Guerre mondiale, l'ASA n'est même pas qualifiée d'organisation criminelle, contrairement à la SS, qui a entre autres géré les camps où périrent des millions de personnes parce que juives, tziganes, étrangères ou révoltées. Des camps dans lesquels sont également morts des milliers d'hommes et des femmes aussi, pour le seul fait d'avoir vécu leurs amours en accord avec leurs désirs, comme Ernst Röhm. Qu'en aurait-il pensé ? On ne le sait pas, bien sûr. Il a disparu avant que le régime ne se lance dans les pires atrocités à grande échelle. Et c'est un peu sa chance, celle d'avoir péri par plus cruel que lui. Selon les historiens ou commentateurs, il est passé pour un nazi de gauche ou comme l'éternel nazi homosexuel, victime d'un système qu'il a pourtant engendré. Certains ont pensé que vivant, il aurait pu en quelque sorte adoucir Hitler, sans que l'on sache pourtant qu'il se soit jamais insurgé contre les traitements dégradants et violents infligés aux Juifs, aux opposants. Bien au contraire. Tous ces papiers ont été détruits. Ce manque participe d'une histoire fragmentaire qui permet à chacun d'y mettre ce qu'il souhaite. Mais au milieu des lacunes, il est certain que Hans Röhm fut un homme antisémite, xénophobe, intolérant, un nazi fidèle et de la première heure, qui a aimé la violence, qui a levé, organisé et dirigé des troupes d'une extrême brutalité sans jamais s'émouvoir. Et qu'il fut l'un des grands artisans de la marche d'Hitler vers le pouvoir. Europe 1, historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. Anne-Sophie Anglaret, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Ernst Röhm est donc mort assassiné à 46 ans. Et je le disais, pour certains, il aurait été une victime, un genre de nazi modéré ou carrément de nazi de gauche, si cela est possible. Or, la biographie que vous venez de traduire démontre le contraire pendant 400 pages, non ? Oui, absolument, parce qu'il a pu être présenté comme un nazi qui voulait une révolution plus sociale et qui aurait été exécuté pour cette raison. Mais en réalité, il n'est pas du tout de gauche, c'est quelqu'un qui est très attaché aux hiérarchies sociales, c'est un officier dans l'armée bavaroise, il tient beaucoup à son grade, il est très attaché aussi à la monarchie bavaroise, donc il n'a absolument rien du nazi de gauche. Et il succombe plutôt à des luttes internes au Parti national-socialiste. On a l'impression même que l'auteur du livre, Eleanor Hancock, a justement voulu tordre le cou à cette vision un peu romancée de son histoire. Il n'a pas... c'est pas une victime, il n'a pas subi, c'est un nazi déterminé, Röhm. Ah non, ça n'est pas du tout une victime, il est en accord dès le départ avec le parti nazi. Idéologiquement parlant, il est en accord avec Hitler. Alors, il y a quelques points sur lesquels on pourrait nuancer. Par exemple, lui, il était plutôt partisan d'une entente avec la France, ce qui n'a jamais été le cas d'Hitler. Son antisémitisme il existait certes, mais il était un peu moins obsessionnel, on va dire, que celui d'Hitler. Il était moins central, mais il n'empêche qu'il a toujours été fidèle
à la vision de Hitler et qu'il n'a jamais cherché à le contredire, y compris sur ces points-là. Donc ensuite, là où on a pu le présenter comme une victime, c'est qu'il a été victime, entre guillemets, de plus rusé que lui. C'est-à-dire que d'autres dirigeants nazis s'en sont pris à lui et visiblement, il ne l'avait pas tellement vu venir. Il pensait que l'amitié d'Hitler, notamment, le protégerait. Mais en revanche, le système nazi, il a largement contribué à le construire. La mort de Röhm n'a pas été une mort des SA parmi d'autres. La biographie raconte comment plusieurs camps se sont appropriés sa mémoire en fonction de leurs intérêts. Röhm était soit un traître, soit un révolutionnaire empêché. Pourquoi est-ce qu'il a une telle postérité ? Pourquoi cette figure a-t-elle tant divisé ? Alors, sa postérité, elle s'explique d'abord par l'importance de son rôle. C'est un des premiers artisans de la montée de Hitler au pouvoir, puisque au début des années 20, c'est lui qui soutient le parti nazi en lui donnant des fonds qui sont des fonds de l'armée bavaroise. Et ensuite, à partir de 1931, il dirige la SA, qui est une organisation extrêmement violente et dont la violence sert à terroriser l'opposition. Donc, qui est très utile pour arriver au pouvoir. Ensuite, sa postérité, elle est due évidemment à sa fin, c'est-à-dire le fait qu'il ait été quelque part trahi par Hitler, c'est quelque chose qui est assez marquant. Et puis, ça permet évidemment de plaquer sur lui un peu tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il n'était plus là ensuite pendant la plus grande partie de l'existence du régime nazi, il n'était pas là pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc certains ont pu penser qu'il n'aurait pas accepté l'évolution du nazisme par la suite, mais rien ne le prouve dans sa biographie et dans ce qu'on sait. Anne-Sophie Anglaret, le titre de cette biographie de Röhm que vous avez traduite tient en 3 mots et ils ne sont pas choisis au hasard. Ernst Röhm, nervi, dauphin, rival. Röhm était-il effectivement le rival d'Hitler et jusqu'où avait-il prévu d'aller avec la SA, la milice du parti nazi ? Est-ce que Hitler, au fond, avait de bonnes raisons de le craindre et de le combattre ? Alors, Röhm, d'un point de vue personnel, sans doute que non. C'est-à-dire que ce n'était pas un rival d'Hitler. Lui a toujours voulu rester fidèle à Hitler. Ensuite, la SA, c'est vrai, pouvait poser un problème au régime, parce que la SA était une organisation très nombreuse, pas toujours très disciplinée, et composée d'hommes qui étaient parfois un peu déçus par ce qui s'était passé après l'arrivée au pouvoir du nazisme. Parce qu'un certain nombre d'hommes étaient rentrés dans la SA, notamment parce qu'ils pensaient qu'on pourrait leur trouver du travail. C'est un moment en Allemagne où il y a énormément de chômage. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Donc évidemment, ce sont des hommes déçus, indisciplinés et violents, ce qui n'est pas forcément très bon pour le régime. Et de ce point de vue-là, l'ASA pouvait poser un danger. Et plus généralement, de toute façon, la violence et le désordre causés par l'ASA sont quelque chose qui est pratique pour arriver au pouvoir, mais qui ensuite, une fois que le régime est stabilisé, pose davantage de problèmes. Mais Röhm, d'un point de vue individuel, non, sans doute, lui était resté fidèle et n'a jamais voulu faire de complot. Mais pourquoi il fallait absolument anéantir l'ASA ? Qu'est-ce qui a amené Hitler à cette purge que nous on appelle la nuit des longs couteaux ? Alors Hitler, comme vous l'avez dit, on ne sait pas tellement ce qu'il a cru. D'autres dirigeants nazis lui ont rapporté des histoires de complot. Et c'était des dirigeants qui étaient des rivaux de Röhm, notamment Himmler qui dirigeait la SS. Et en fait, la SS et la SA sont deux organisations concurrentes, puisque la SS est née à un moment où la SA était interdite. Ensuite, la SA s'est reconstituée. Et la SA est beaucoup plus nombreuse en fait que la SS, mais la SS est mieux organisée, dispose de davantage de pouvoirs de police, de renseignement, etc. Donc il y a bien des rivalités au sein du parti nazi entre les dirigeants, mais ça n'est pas forcément une rivalité avec Hitler lui-même. Donc Hitler, quant à savoir ce qu'il a réellement cru, ça on ne le sait pas. Lui a ensuite fait des discours disant qu'il y avait eu un complot. Est-ce qu'il y croyait ou pas ? On ne peut pas le savoir. Revenons, si vous le voulez bien, sur l'amitié qui a lié Röhm et Hitler pendant plus de 10 ans. Ils se sont rencontrés donc en 1920 à une réunion du Point de Fer, organisation nazie. C'était de jeunes trentenaires. Qu'est-ce qui les unit et pourquoi ils s'estiment l'un l'autre alors qu'ils ont l'air très différents l'un de l'autre ? Alors, ce qui les unit réellement, c'est difficile de le savoir, puisqu'on n'a pas vraiment de confidence à ce propos. C'est quand même, à ce moment-là, ces deux soldats qui ont été très marqués par leur expérience de guerre, qui probablement sont en accord sur leur façon de voir la situation de l'Allemagne à la sortie de la guerre. Et donc c'est une amitié qui est réelle. Hitler va vraiment beaucoup fréquenter la famille de Röhm. Röhm introduit Hitler dans les milieux militaires, puisque Röhm est plus haut placé que Hitler à ce moment-là. Röhm est officier, ce qui n'est pas le cas de Hitler. Et surtout, il faut rappeler que à ce moment-là, c'est possible d'avoir une amitié normale avec Hitler, qui n'est personne, en fait, qui n'est pas encore le Führer, le dirigeant du parti nazi. Et donc Röhm l'a rencontré à un moment où il pouvait avoir avec lui une amitié normale, ce qui n'est pas le cas des autres dirigeants nazis, et c'est ce qui en fait une exception ensuite parmi les autres dirigeants nazis. Röhm était homosexuel et ça n'a pas l'air à l'époque de poser problème à Hitler. Mais il voyait ça de quel œil ? Est-ce que pour lui c'était
la garantie que son ami ne le doublerait jamais en politique, parce que, évidemment, un homosexuel n'aurait jamais pu accéder à de hautes responsabilités en Allemagne dans les années 30. Alors c'est peut-être devenu une garantie à la fin des années 20. Au départ, je pense qu'ils étaient simplement amis. Et que donc, alors il faut rappeler quand même que le parti nazi est très hostile à l'homosexualité et que bien sûr les homosexuels seront férocement persécutés après la prise du pouvoir. Simplement, voilà, dans les pires préjugés, on peut toujours faire des exceptions et il semble que Hitler ait fait une exception pour eux. Il ne s'agit pas du tout d'une tolérance générale, mais simplement d'une exception pour une personne. Alors c'est vrai que ça ne pouvait que freiner ensuite les ambitions de Röhm. Par exemple, il se serait bien vu à un moment ministre de la Reichswehr, donc ministre de l'armée, et ça les militaires ne l'auraient jamais accepté. D'avoir un homosexuel à leur tête, c'était évidemment impossible, donc ça ne pouvait que freiner ses ambitions. Ernst Röhm fréquente les bains berlinois, qui sont pour lui, je le disais dans le récit, le summum du bonheur humain. Il adhère même à la Ligue des droits humains, qui est une ligue de défense des droits des homosexuels. Comment expliquer qu'il assume ainsi son homosexualité dans l'Allemagne des années 20 ? Dans son milieu, c'était certainement très compliqué, puisque dans l'armée, ça n'était pas bien accepté, dans la bourgeoisie conservatrice non plus. Mais dans d'autres milieux, à ce moment-là, ce n'était pas si rare dans l'Allemagne des années 20 d'assumer son homosexualité. En fait, l'homosexualité officiellement était interdite, mais le texte de loi était assez compliqué à appliquer, puisqu'il prévoyait que pour qu'il y ait sanction, il fallait qu'il y ait eu pénétration. Donc évidemment, c'est très difficile à approuver quand on parle de deux adultes consentants. Et il y avait très peu de condamnations, ce qui fait qu'il y avait un certain nombre d'homosexuels qui assumaient leur homosexualité. Et l'Allemagne a été le foyer du premier mouvement homosexuel d'importance, en fait. Il y avait donc des ligues de défense des droits, des revues, des bars qui étaient dédiés aux homosexuels. Il y avait même des médecins, des universitaires. Le premier institut de sexologie a été fondé en Allemagne par un médecin qui était lui-même homosexuel et qui faisait des recherches sur l'homosexualité. Donc tout ça a été d'une certaine façon assez ouvert et tout ce monde évidemment sera complètement réduit à néant par l'arrivée au pouvoir du nazisme. On apprend dans la biographie de Röhm que s'il militait pour les droits des homosexuels, c'est aussi par misogynie. Il considérait que la femme avait une place excessive dans la société allemande moderne. C'est une position répandue au sein des associations pour les droits des homosexuels ou pas ? Alors, ça fait partie, certaines branches du mouvement homosexuel sont effectivement misogynes. Honnêtement, leur importance, je ne saurais pas vous dire, c'est pas très développé là dans le livre. Ce qui est certain, c'est que Röhm lui-même avait une vision en fait très traditionnelle de la femme, c'est-à-dire que donc il ne s'est jamais marié, mais il vivait avec sa mère, qui s'occupait de son foyer et qui recevait ses amis, et il ne parlait jamais politique avec les femmes de sa famille parce qu'il trouvait que ça n'était pas leur place. Donc il avait une vision en fait très conservatrice du rôle de la femme dans la société. Mais à partir de quand devient-il impensable en Allemagne d'assumer ou en tout cas d'évoquer son homosexualité ? Est-ce que c'est justement après la nuit des longs couteaux ? En tout cas, les persécutions sont plus violentes après la nuit des longs couteaux et on ne sait pas s'il y a vraiment un rapport, c'est-à-dire est-ce que les autres dirigeants épargnaient Röhm d'une certaine façon avant, ou si simplement, voilà, on n'est quand même pas très longtemps après la prise du pouvoir et donc c'est simplement que les choses se mettent en place, les persécutions se mettent en place petit à petit. Mais c'est sûr qu'ensuite, sous le Troisième Reich, il n'est plus possible du tout d'être ouvertement homosexuel. Anne-Sophie Anglaré, quelles étaient les opinions profondes de Röhm ? Il était tout à la fois libéral dans sa vie privée, traditionnaliste de conviction, monarchiste, disait-on, protestant pratiquant. Comment définir sa ligne idéologique ? Quelles sont au fond les valeurs qui l'animent ? Il adhérait à l'idéologie nazie, mais on a du mal à s'y retrouver dans ces valeurs. Alors parfois c'est compliqué à savoir et c'est pour ça aussi qu'on a pu lui faire dire beaucoup de choses après sa mort, parce que comme vous l'avez dit, ses papiers ont disparu, donc on a très peu accès à ses opinions profondes. Ce qui est certain, c'est que donc sa famille est protestante, que lui-même est protestant pratiquant, qu'il est très attaché à la monarchie bavaroise. Ça vient aussi de sa carrière d'officier, puisque les officiers bavarois doivent être fidèles au roi. Cela dit, quand il s'est agi de choisir entre le nazisme et la monarchie, il a toujours choisi le nazisme. Et donc, oui, on sait qu'il adhérait à l'idéologie nazie dans sa plus grande partie, même si encore une fois, il pouvait y avoir des nuances. Et par ailleurs, au-delà des nazis, il a beaucoup fait au début des années 20 pour soutenir beaucoup de groupuscules d'extrême droite et il a beaucoup essayé d'unifier l'extrême droite. Donc je pense qu'on peut dire sans trop s'aventurer que ce qui était vraiment central pour lui, c'était le nationalisme, le racisme et la détestation de la gauche, qui sont vraiment les valeurs, si on peut dire, partagées par l'extrême droite de l'époque. Dans le parcours de Röhm, il y a une parenthèse de 2 ans en Bolivie. En 1928, il quitte l'Europe pour la première fois, accompagné d'un étudiant des Beaux-Arts, et il devient officier dans l'armée bolivienne. Il y va au départ pour gagner sa vie, mais
En réalité, il s'y sent bien, en tout cas mieux qu'en Allemagne. Oui, alors il y va pour reprendre son métier de soldat. En fait, donc son métier de soldat, c'est un métier qu'il aime et qu'il a choisi, mais qu'il ne peut plus exercer en Allemagne. Il a quitté l'armée parce que ça n'était pas compatible avec son activité politique. Donc aller en Bolivie, ça lui permet de reprendre son métier de soldat, et c'est pour ça sans doute qu'il se sent bien en Bolivie. Il s'intègre aussi assez bien, d'abord parce qu'il fréquente des émigrés allemands qui sont plutôt du même bord politique que lui, et puis parce qu'il apprend apparemment très bien l'espagnol, et c'est quelqu'un aussi de très sociable, donc il n'a pas trop de problèmes pour s'intégrer en Bolivie. Ensuite, je ne sais pas s'il s'y sent mieux qu'en Allemagne. Ce qui est certain quand même, c'est que l'Allemagne reste une priorité pour lui, puisque ensuite il aurait pu rester en Bolivie beaucoup plus longtemps, et il a choisi de revenir en Allemagne à un moment où il a senti que le nazisme pouvait arriver au pouvoir. De retour en Allemagne, Röhm devra affronter une campagne virulente de presse contre lui, qui est amplifiée par la publication des lettres très intimes qu'il avait écrites, je le disais dans mon récit, au docteur Hamsot. Que révélaient ces lettres et qui, selon vous, orchestre cette campagne contre lui ? Alors, ces lettres, simplement, elles étaient très explicites sur sa sexualité, donc il ne pouvait pas s'en cacher une fois qu'elles avaient été révélées. Cette campagne, au départ, elle est orchestrée par donc, le Münchener Post, qui est un journal social-démocrate. Et évidemment, l'homophobie, à l'époque, ça n'est pas du tout l'apanage des seuls nazis, c'est très répandu dans la société. Les sociodémocrates ne font pas exception, même si, bien sûr, eux n'ont jamais envisagé de persécuter les homosexuels comme les nazis le feront. Mais pour les sociodémocrates, c'est une façon de s'en prendre au nazisme en montrant que c'est un mouvement immoral et que c'est un mouvement hypocrite aussi, puisque ça ne correspond pas évidemment à l'idéologie ouvertement défendue. Mais cette campagne, elle est aussi reprise quand même par certaines personnes qui sont dans le camp de Röhm, qui sont aussi des nazis ou des conservateurs, qui eux, contrairement à Hitler, ne tolèrent pas du tout l'homosexualité de Röhm. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus problématique pour lui. C'est-à-dire que le fait qu'il soit attaqué par les sociodémocrates, c'est pas très étonnant, mais le fait que ça soit repris par des gens au sein de son propre parti, ça le fragilise beaucoup. En 1934, debout dans sa cellule face aux officiers SS, Ernst Röhm refuse de se suicider. Pourquoi son attitude ce jour-là, ce dernier choix qu'il fait avant de mourir, en dit beaucoup sur ce qu'il était ? Je crois que ça en dit beaucoup sur le fait qu'il était très attaché aux valeurs militaires. C'est vraiment quelqu'un qui avait toujours voulu poursuivre la carrière militaire. Et on voit dans son dernier jour qu'il est très attaché au fait de montrer du courage, déjà, puisqu'il ne s'effondre pas, il essaye de soutenir le moral de ses camarades, alors que, vous l'avez dit, il a bien entendu les exécutions autour de lui, donc il doit se douter de ce qu'il attend. Et puis, il est vraiment attaché au sens de l'honneur, c'est-à-dire que pour lui, se suicider, ça aurait été sans doute admettre sa culpabilité, ça aurait été admettre le fait qu'il avait comploté contre Hitler, alors qu'il était innocent. Donc, c'est une façon de se comporter comme le soldat qu'il a toujours voulu être. Pour terminer, Anne-Sophie Anglaré, on peut se demander quelle vie Ernst Röhm aurait choisi de mener s'il n'avait pas été tué en 1934. C'est une sorte de chronie, évidemment, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Mais c'est intéressant de se poser la question. Oui, alors évidemment, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on peut dire, c'est que si Hitler avait choisi de l'épargner, et il y a pensé apparemment à un moment, donc s'il était tombé en disgrâce, mais qu'il avait quand même été épargné par Hitler, il serait peut-être retourné en Bolivie parce qu'il avait la possibilité d'y retourner. Ensuite, s'il n'était pas tombé en disgrâce, il serait sans doute resté parmi les dirigeants nazis. Est-ce qu'ensuite il aurait suivi l'évolution du régime ? Évidemment, on ne peut pas le dire, les choses s'accélèrent beaucoup après 1933, mais on peut quand même remarquer une fois encore que d'abord la plupart des hommes qui étaient à son niveau dans le parti nazi ont suivi jusqu'au bout, et que lui avait jusque-là toujours été loyal, donc sans doute le serait-il resté. Merci beaucoup Anne-Sophie Anglaré de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Ernst Röhm, l'ami qui a fait monter Hitler. Pour en savoir plus encore, je rappelle le livre que vous avez traduit, Ernst Röhm, Nervi, Dauphin, Rival, signé Eleanor Hancock et paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.